Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous dans une nouvelle vidéo sur kezaku.com. Alors dans cette vidéo, nous allons discuter un petit peu sur les espaces pré-hilbertiens réels, comme vous le voyez ici. Avant de commencer, voyons quelques prérequis dont nous aurons besoin. Donc tout d'abord, il faut être familier avec les espaces vectoriels, notamment les espaces vectoriels réels. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut être familier avec la topologie usuelle de R, les ouverts dans R, les fermés dans R, les fonctions continues dans R, etc. Le troisième point, il faut savoir un minimum sur l'intégration sur les segments de R, c'est-à-dire l'intégration des fonctions continues ou continues par morceau sur les segments de la forme AB. Donc, qu'est-ce qu'un espace pré-hilbertien réel? Un espace pré-hilbertien réel est un R espace vectoriel, c'est-à-dire un espace vectoriel dont le corps de base est de corps R et qui est muni d'un produit scalaire. La question est donc, qu'est-ce qu'un produit scalaire? Un produit scalaire n'est rien qu'un outil qui nous permet de faire le produit, des opérations de produit entre des vecteurs ou des éléments d'un espace vectoriel en général. Donc voici une définition. On commence toujours par un espace vectoriel E sur R. Un produit scalaire sur E est une application qu'on note généralement comme ça. C'est une application de E croix E dans R qui vérifie les propriétés suivantes. Donc premièrement, il faut qu'elle soit linéaire à gauche, c'est-à-dire que pour tout x, y et z dans E, pour tout lambda réel, il faut que x scalaire lambda y plus lambda z, il faut qu'elle soit égale à x scalaire y plus lambda scalaire xz. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que notre application soit symétrique, c'est-à-dire que x scalaire y soit égal à y scalaire x. Le troisième point, il faut qu'elle soit définie positive, c'est-à-dire que pour tout x dans E non nul, il faut que x scalaire x soit supérieur à 0, strictement supérieur à 0, et ça c'est très important. En général, le 1 et le 2 sont très faciles à vérifier, ce qui peut être difficile à vérifier c'est le 3. Donc voyons quelques remarques. La première remarque, c'est que le produit scalaire est aussi linéaire à droite. Donc on a vu dans la définition que le produit scalaire est linéaire à gauche, qu'il est symétrique, et à l'aide de ces deux points, nous allons pouvoir prouver qu'il est aussi linéaire à droite. Donc essayons de le prouver. On prend x et y et z dans E, et lambda 1 réel. Donc on a le produit scalaire x plus lambda y scalaire z, il est égal par symétrie à z scalaire x lambda y. Donc dans ce passage, nous n'avons utilisé que la symétrie du produit scalaire. Maintenant, on utilise la linéarité à gauche. Ça nous donne z scalaire x plus lambda multiplié par z scalaire y. Maintenant, on réutilise la symétrie. On trouve x scalaire z plus lambda multiplié par y scalaire z. Et donc, nous avons établi que x plus lambda y scalaire z est égal à xz plus lambda multiplié par y scalaire z, ce qui est bel et bien la linéarité à droite. Le deuxième point à savoir, c'est que pour tout x dans E, lorsqu'on fait le produit de x avec le 0 de l'espace vectoriel, le résultat est toujours 0. Donc, notez bien que le 0 ici est le 0 de notre espace vectoriel E, et ici c'est le 0 de R. Donc, essayons de le prouver. Nous avons x scalaire 0 est égal à x scalaire 0 plus 0, bien sûr. Maintenant, on utilise la linéarité à gauche, ça nous donne x0 plus x0. Et puis, on se débarrasse de ce terme d'ici et d'ici. Ça nous donne x0 égale à 0. Maintenant, essayons de voir quelques exemples. Donc, soit un espace vectoriel sur R muni d'une base bêta qui est
qui est cette base EI, I appartenant à I. Ce I là peut être un ensemble infini ou bien un ensemble fini. Dans tous les cas, le produit scalaire défini par x fois y égale à la somme de xi multiplié par yi, i parcourant grand I, où les xi sont les coordonnées de x dans la base EI et les yi sont les coordonnées de y dans la base bêta. Donc le produit ainsi défini est un produit scalaire. Donc pour le prouver, il faut vérifier les 3 points dans la définition. Le premier point est la linéarité à gauche. On a x scalaire y plus lambda z est égal à, donc écrivons-le, somme xi ei scalaire somme de yi plus lambda zi ei. Donc par définition de notre produit scalaire, ceci est égal à la somme de xi multiplié par yi plus lambda zi. Puisque nous sommes dans R, les xi, les yi et le lambda sont tous dans R. Donc ce produit, il est égal à la somme des xi, yi, plus lambda multiplié par la somme de xi, zi, qui est bien x scalaire y plus lambda multiplié par x scalaire z. Passons au deuxième point qui est la symétrie. Donc, il faut prouver que x scalaire y est égal à y scalaire x. Bon, remarquez que x scalaire y est égal à la somme de xi, yi. Les xi et les yi étant dans R est commutative, donc on a ceci est égal à la somme de yi xi, qui est bien sûr égal à y scalaire x. Donc on a la symétrie. Le troisième point est défini positif. Donc supposons alors que x scalaire x est égal à 0. Ceci nous donne 0 égale à x scalaire x, qui est la somme de xi au carré, i appartenant à i. Or, les xi sont des nombres réels, donc leurs carrés sont des nombres réels positifs, et on a donc une somme de nombres réels positifs égale à 0. Ça nous donne alors que pour tout i dans i, tous ces nombres positifs doivent être égaux à 0. Donc, quel que soit i dans i, xi est nul, et ceci équivaut à dire que x est de 0 dans notre espace vectoriel E. Maintenant, voyons un deuxième exemple. Dans cet exemple, E est l'espace vectoriel des fonctions continues de 0 à 1 dans R. Et dans cet espace, on définit le produit scalaire de f et g comme étant l'intégrale de 0 à 1 de f t gt dt. Donc, comme toujours, il est très facile de vérifier 1 et 2. Nous allons plutôt nous concentrer sur le troisième point. Nous allons essayer de prouver que ce produit scalaire est défini positif. Donc, soit f, un élément dans E, tel que f scalaire f est égal à 0. On commence par poser h égale f carré. Alors, la condition f scalaire f est égal à 0 est exactement l'intégrale de 0 à 1 de h de t dt égale à 0. Et notre but est de prouver que f est égal à 0, qui est bien sûr équivalent à h égale à 0. Donc il suffit de prouver que h est égal à 0. Supposons que ce n'est pas le cas. Alors, donc h étant le carré d'une fonction réelle, on a déjà, quel que soit t dans 0, 1, h de t est supérieur ou est égal à 0. Donc, soit c'est le nombre dans 0, 1, tel que h de c est égal à la valeur maximale que la fonction h prend sur l'intervalle 0,1. Bon, ce c existe puisque 0,1 est un intervalle compact et puisque h est une fonction continue.
Donc, puisque h n'est pas nul, on en déduit que h de c est strictement positif. Car si h était nul, euh, puisque h de c est la valeur maximale de h sur l'intervalle 0,1 et que h est toujours positif, si la valeur maximale est 0, la fonction serait nulle. Donc, comme on a dit, h de c est positif, c'est-à-dire que c appartient à h inverse de l'intervalle 0 plus l'infini, et on note cet ensemble O. Donc, l'intervalle 0 infini est un ouvert. La fonction h est continue. Ceci implique que O est un ouvert aussi. Puisque O est un ouvert et C appartient à cet ouvert, il existe un alpha strictement positif tel que l'intervalle qui est dans ce cas la boule ouverte centrée sur C de rayon alpha. Donc il existe un alpha tel que l'intervalle C moins alpha, C plus alpha appartient à O. Donc on considère C0, un C0 qui appartient à cet intervalle C moins alpha sur 2, C plus alpha sur 2, tel que h de C0 est égal à la valeur minimale que la fonction h prend sur cet intervalle. Encore, ce C0 existe puisque cet intervalle est un compact. Cet intervalle ici est un intervalle compact, fermé, et que h est une fonction continue sur cet intervalle. Alors, par définition, puisque C0 est dans cet intervalle, il est aussi dans O, puisque cet intervalle est inclus dans cet intervalle, et alors h de C0 est positif. Par définition de notre intervalle, dans notre boule ouverte sur C. Donc, puisque h de C0 est positif, on va noter tout d'abord les bornes de cet intervalle C1 et C2 pour simplifier. Alors, l'intégrale de 0 à 1 de h de t dt est supérieure à l'intégrale de C1 jusqu'à C2 de h de t dt. Et puisque h de C0 est la valeur minimale de h sur cet intervalle, cette intégrale est supérieure ou égale à l'intégrale de C1 jusqu'à C2 de h de C0 dt. h de C0 est une constante, donc cette intégrale vaut exactement C2 moins C1 multiplié par h de C0. Ceci est bien sûr supérieur ou égal à 0, mais ceci est égal à 0. Ceci nous implique que h de C0 est égal à 0. Et donc, on a trouvé une contradiction. Ceci contredit ce fait ici que C0, que h de C0 est strictement positif. Et ceci alors prouve que notre produit scalaire que nous avons défini auparavant était bien défini positif. Donc pour finir, je vous laisse avec quelques exemples, quelques applications. Donc voici quelques produits scalaires, quelques applications, et je vous demande alors de vérifier si ces applications définissent bien des produits scalaires ou non. Donc voici la première sur l'espace des matrices, la deuxième sur l'espace euclidien de dimension n, la troisième c'est à peu près le même exemple que nous venons de vérifier, mais ici on a l'espace des fonctions continues par morceau et non pas continues, ce qui est différent. Le quatrième exemple est sur l'espace des polynômes de dimension inférieure ou égale à n, et on définit le produit scalaire par cette somme ici. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je suis toujours joignable sur cette adresse email, et n'oubliez pas de visiter notre website kezako.com pour plus de vidéos. Merci et à bientôt.